bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Il y a pas mal de très bonnes lectures, dont un coup de cœur incroyable, même bien plus que ça. J'ai très hâte de vous présenter tout ça. Pour débuter ce point lecture, je vais vous parler d'une lecture qui a justement été incroyable, une lecture dont j'attendais la suite avec beaucoup d'impatience. Il s'agit des Chroniques oubliées d'Hyperion de Lina Deranor, qui a été hyper addictif et dont j'ai eu du mal à lâcher le récit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la saga des Chroniques oubliées d'Hyperion, nous suivons principalement Maxine et ses amis. Maxine est une voltigeuse pour l'armée de l'empereur d'Hyperion et elle doit acquérir un niveau encore plus haut pour faire partie de la haute hiérarchie de cette armée, mais elle va aussi faire partie de la confrérie des assassins, si je peux dire ça comme ça, du roi. C'est une confrérie un peu cachée, je me souviens plus le nom exact qu'elle a dans le roman, et je crois que c'est la confrérie de la harpie, quelque chose comme ça, mais je suis pas sûre. Et donc à travers cette confrérie, elle va être avec ses amis et d'autres personnes avec qui elle va faire connaissance pour mener des missions assez secrètes. Donc Maxine, elle va avoir le capitaine Arsène, avec qui elle a beaucoup de mal à s'entendre. Et entre elle et Arsène, il y a une tension, vous savez, ils sont un peu chien et chat, nous sommes dans une relation un petit peu enemies to lovers. Et donc, il va être un petit peu son commandant, il va l'entraîner. Et dans le premier tome, on suit vraiment les tensions entre ces deux-là. Et on a un aperçu des conflits politiques des différents continents qui composent le monde d'Hyperion, tout simplement. Et c'est hyper intéressant. Et dans le tome 2, on reprend là où s'est arrêté le tome 1 sur un cliffhanger de folie. Ce cliffhanger, je ne peux pas vous en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'étais totalement happée. Dans ce tome 2, on a une réelle évolution des relations entre les personnages. On a des tensions et on a un univers qui est beaucoup plus abouti parce que les bases sont posées entre le relationnel des différents peuples, avec leurs croyances, leur mythologie, mais on va aller bien au-delà de ça. On va apprendre des choses qui datent de tellement longtemps que même les personnages l'ignoraient. C'était vraiment très intéressant. Nous sommes dans un récit où il y a beaucoup d'aventures, on va beaucoup voyager, rencontrer pas mal de contrées, et on est avec des personnages qui peuvent paraître futiles, qui peuvent paraître caractériels, mais en réalité ils sont bien plus que cela. Ils sont profonds, ils sont combatifs, ils ont des valeurs, des convictions, et rien ne pourra les déraisonner. On va être au cœur des dilemmes familiaux, on va être plongé dans des liens d'amitié qui surpassent les liens du peuple, et c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là. J'ai adoré aussi l'implication de la magie dans cette histoire-là. Pourquoi ? Parce que dans le tome 1, on savait qu'on était dans un monde de fantasy, il y avait des soupçons avec des mythologies qui touchaient la magie, mais là, on va bien au-delà. Le monde continue de s'enrichir et la magie va prendre une place très importante, et j'ai beaucoup aimé la façon dont la magie est exploitée. C'est très original. Et cela explique aussi certaines fondations du monde, avec tout simplement les égéries de chaque peuple, et c'était super fun. J'ai adoré le questionnement qu'impose le relationnel entre les différents personnages. J'ai adoré l'ambiance du roman en général, même si je vous avoue qu'il y a quelques dialogues qui peuvent être un peu clichés, mais moi ça ne m'a pas dérangé. J'ai gagné en concours sur Instagram le livre numérique de Steffi Wolf, Les Ombres de Manhattan, et dans cette histoire on embarque en Allemagne, plus particulièrement à Francfort, dans le quartier des affaires. C'est une histoire d'urban fantasy qui est vraiment palpitante, qui vous emmène dans de l'aventure, vous enchaînez les péripéties, vous n'avez absolument pas le temps de vous ennuyer. Et dans cette histoire, du coup, on va suivre Tania, qui est une fae de la terre, mais qui ne maîtrise pas bien ses dons, et pour ne pas se trahir, elle est un petit peu enfermée sur elle-même. Justement, elle a choisi Manhattan parce que c'est un quartier des affaires, il n'y a pas beaucoup de nature, il y a beaucoup de béton, et en fait, un jour, elle va devoir sortir de sa zone de confort. Pourquoi ? Parce que on va
laissé un bébé métamorphe devant sa porte et il y avait un petit mot en disant écoutez, nous sommes en danger, nous devons trouver un petit refuge, pouvez-vous vous occuper de notre enfant? On sait que vous êtes une fée puisque les gens confondent souvent les faées et les fées. Nous reviendrons le chercher en temps voulu. On pense que vous êtes la bonne personne pour le protéger. Elle ne sait pas du tout s'occuper d'un enfant, c'est pas du tout dans ses cordes et elle se pose beaucoup de questions suite à cela. Donc elle va laisser le bébé en sécurité, du moins avec sa conception de la sécurité, et elle va partir faire des courses parce qu'elle a rien pour le nourrir, elle a rien pour le changer, voilà, elle n'y connaît absolument rien en plus, et quand elle revient chez elle, le bébé a disparu, il a été enlevé. Et en fait, on va s'apercevoir que ce n'est pas le seul bébé métamorphe enlevé. Cela va soulever toute une enquête. Et pour mener son enquête, elle va s'allier à un démon et à d'autres métamorphes. On va faire la rencontre de plein d'autres créatures magiques. C'était hyper fun. Et cette enquête va soulever des thématiques qui pourraient remettre en perspective tout ce qu'on croit sur le monde et aussi beaucoup d'idéologie sur les gens. On va notamment parler d'acceptation, de tolérance et c'était génial. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Pourquoi? Parce que on est vraiment dans l'immersion avec Tania et on vit l'histoire totalement de son point de vue. Et Tania, c'est un personnage nuancé, elle est un petit peu sanguine, elle a beaucoup de caractère, mais en même temps derrière ce caractère et ses punchlines bien bien ficelées, et ben on détecte aussi beaucoup de sensibilité et j'ai adoré cela. On va la voir un petit peu en fait s'ouvrir aux autres au fil du roman et c'était hyper agréable parce que on va comprendre vraiment les craintes qui caractérisent notre héroïne. Et moi j'aime beaucoup, vous savez, ces personnages qui sont à la fois forts mais qui ont aussi des grosses failles, qui ne sont pas parfaits. Je trouve ça encore mieux, je trouve ça plus prenant et surtout beaucoup plus réaliste. Donc en gros, vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment avec cette urban fantasy qui mélange un petit peu beaucoup de liens d'amitié avec de la fiction, avec de la magie, des créatures surnaturelles. Enfin, on a beaucoup de codes qu'on apprécie dans ce genre-là et ça se lit très facilement, très rapidement. Donc si vous voulez découvrir la plume de Steffi, bah foncez. On va totalement changer de registre avec un petit classique, Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Là c'est les éditions de Toussaint Louverture qui sont absolument magnifiques. Je vous le montre en papier mais moi je me les suis écoutées en audio et j'ai vraiment passé un excellent moment. C'est une véritable bouffée d'air frais, c'est une ode à la bonne humeur, c'est incroyable. Si vous n'avez pas le moral et que vous cherchez quelque chose qui vous met un petit peu le sourire, quelque chose qui vous fera du bien, bah je ne peux que vous conseiller ce roman-là. Alors dans Anne de Green Gables, pour ceux qui ne connaissent pas ni la série ni l'histoire du roman, puisque la série vous la trouvez sur Netflix avec Anne with an I, même si la série est beaucoup plus romancée dans le temps que le roman, parce que le roman va balayer plus de tranches d'âge d'Anne. C'est quand même assez ressemblant dans l'ambiance. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Donc ici, nous suivons Anne. Anne est une orpheline. Anne est une jeune fille rousse avec des taches de rousseur, très bavarde, qui voit toujours le verre à moitié plein et jamais le verre à moitié vide et qui emploie de nombreux superlatifs qui vont exagérer un petit peu tous ses états d'âme et donner un petit côté mélodramatique qui est rafraîchissant. Donc, Anne est une orpheline et elle va être adoptée par erreur par Matthew et Maria Cuthbert. Pourquoi par erreur? Parce que Matthew et Maria voulaient un garçon pour les aider à la ferme et quelle surprise quand ils vont voir Anne débarquer. Au début, Matthew était un petit peu perplexe, mais il n'allait pas laisser cette jeune fille comme ça dans la rue, sachant que c'est un garçon qui devait arriver à la gare. Non, donc il va l'emmener du coup à Green Gables. Et Maria, elle, bon, un peu plus sceptique, elle va avoir un petit peu plus de difficulté à se faire à l'arrivée d'Anne. Et elle lui dit, bon bah tu passeras la nuit ici, mais dès demain, il va falloir aller régler cette erreur. Sauf qu'en fait, Anne va profondément bouleverser la vie de Matthew et Maria, que finalement, elle va rester à Green Gables. Et on va suivre les aventures de Anne, son évolution au sein de Green Gables, mais aussi de l'école d'Avonlea et des gens qu'elle va rencontrer. On va la suivre dans ses maladresses, mais aussi dans son incroyable bonté, et c'était juste incroyable. C'est une belle histoire familiale avec des sujets
contemporain, malgré que ça a été écrit dans les années, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est aux alentours de 1910, quelque chose comme ça. Personnellement, j'ai été hypnotisée par les dialogues, la douceur, la bienveillance et la prose qu'utilise l'autrice pour faire parler Anne. Anne, c'est cette jeune fille qui est d'une incroyable maturité malgré son âge et malgré ses petites maladresses enfantines. Anne, c'est une âme d'une bonté incroyable. Anne, c'est la bonne humeur. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est elle vous réchauffe le cœur, que ce soit dans sa façon de réfléchir, comme dans ses petits tracas du quotidien. Vous avez l'impression d'avoir quelque chose de poétique, avec une histoire qui se dépeint devant vos yeux et qui vous touchera du plus profond de votre âme. Anne, c'est vraiment une histoire grandiose. C'est un classique très accessible. Je trouve que malgré le fait que ce soit un classique, en fait, ça se lit hyper facilement, ce qui fait que c'est une histoire que vous pouvez vraiment mettre dans toutes les mains. De plus, malgré l'époque à laquelle ça a été écrit, c'est une histoire hyper féministe qui va mettre la femme en avant, notamment dû aux idéologies de notre petite Anne qui voit les choses avec un modernisme incroyable. Donc vous l'aurez compris, j'ai vraiment passé un excellent moment avec Anne et du coup j'ai hâte de me plonger dans la suite qui est Anne d'Avonlea. Je sais pas si ce sera dans le prochain point lecture ou pas, mais voilà. Ça a attisé ma curiosité, sachant que Anne d'Avonlea, ce n'est pas du tout l'histoire qui est relatée dans la série. La série s'arrête à peu près ici, même si il y a des choses qui ont été adaptées, qui ont été aménagées, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai passé un trop bon moment avec cette lecture. Rien à voir, mais nous allons passer avec une mission sauvetage, une mission de protection avec Missing You de Claire Smith, publiée chez Black Ink, une romance écrite 100% du point de vue masculin et j'ai adoré. Dans Missing You, on va suivre Fallon et Riley. Nous avons un schéma de retrouvailles qui m'a beaucoup plu. Alors Fallon, c'est un membre des Navy Shield, une unité d'élite qui est missionnée dans des missions très dangereuses, des missions où faut pas qu'on sache que le gouvernement est impliqué et ils vont être missionnés du coup pour sauver une otage. Il s'agit de Riley Robertson. Riley est en réalité l'ex de Fallon, du coup il va être surpris de voir l'exfiltrer d'un endroit où elle est retenue en otage et ça va être compliqué puisque sauver Riley va faire remonter beaucoup de choses du passé et risque de mettre la mission en péril parce qu'il n'aura pas le sang-froid dont il doit faire preuve à chacune de leurs missions, tout simplement pour ne pas se mettre en danger. Donc moi j'ai vraiment passé un excellent moment avec cette lecture. Comme je vous ai dit, on a le schéma des retrouvailles, on a aussi un passif et on a des thématiques fortes. À travers ces thématiques, on va notamment retrouver les différentes classes sociales et les chances que l'on a dans la vie quand on part de zéro ou quand on part de tout. Voilà, on a vraiment des personnages qui n'ont rien à faire ensemble et qui pourtant s'aiment malgré le temps avec un amour qui est totalement maudit. On a des thématiques qui vont toucher au deuil, qui vont toucher à la reconstruction, à la dépression. On a des thématiques qui vont soulever des choses qui arrivent bien trop vite dans la vie de certaines personnes et comment y faire face. On a beaucoup de choses qui sont mises en relief à travers une belle histoire d'amour. Les thématiques fortes ne sont pas travaillées en profondeur, mais sont suffisamment perceptibles pour qu'on en comprenne l'influence. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'alchimie qu'il y a entre Fallon et Riley parce que il est perceptible et on a une alternance entre le temps présent et le temps passé qui fait référence aux sentiments de nos personnages actuels pour que l'on comprenne un petit peu pourquoi ils ressentent ça, qu'est-ce qui a fait dans le passé qu'ils agissent comme ça aujourd'hui et c'était fort, ça permettait de mettre beaucoup de choses en relation et ça rajoutait un petit peu cette intensité, cette alchimie que l'on ressent entre les personnages et aussi nous en tant que lecteurs. J'ai vraiment passé un excellent moment avec cette romance. Si vous aimez, comme je vous ai dit, les retrouvailles, si vous aimez les sujets forts, si vous aimez les amours maudits, et
foncez. Je vais vous parler du premier tome d'une trilogie qui a des avis assez mitigés et de ce fait, moi j'ai été agréablement surprise. Il s'agit de H Princesse de Laura Sébastien, publié chez Albin Michel, collection Wiz. Et dans cette histoire, nous allons suivre Thora. Thora vit sous l'emprise du Kaiser. Elle a été rebaptisée Thora, mais son prénom est Théodosia. Et le Kaiser s'est emparé du royaume auquel elle appartient, dont elle est la princesse. Sa mère a été assassinée devant les yeux. Et elle fait un petit peu tout ce que le Kaiser lui demande. Elle n'a pas trop le choix, sinon elle est battue, sinon il s'en prend à des membres de son peuple qui n'y est pour rien dans tous les événements passés, puisque c'est un homme qui simplement souhaite le pouvoir et s'est emparé du pouvoir et a fait venir un petit peu son peuple et qui veut étendre son pouvoir un petit peu de partout tout simplement. Un jour, il va se passer quelque chose et elle va se dire non. Je ne peux plus laisser faire ça, il faut que je redevienne Théodosia, mais il faut pas qu'on le sache, parce que si on le sait, en fait je risque ma vie, et si je risque ma vie, je risque celle de mon peuple, et je pourrai pas le libérer de cet esclavagisme. Donc nous allons être bercés ensuite dans des intrigues de cour, et c'était absolument passionnant. J'ai vraiment adoré tous les dilemmes qui s'imposent auprès de notre héroïne, tous les dilemmes éthiques entre son peuple et ce nouveau peuple, parce que elle fait quand même la différence, notre héroïne, entre les gens qui sont simplement du peuple ennemi au sien, mais qui ne sont pour rien dans cette situation, et les gens qui sont responsables de cette situation. Vous voyez la petite nuance, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire. Le récit est exclusivement écrit du point de vue de notre héroïne, mais il est très immersif. On comprend vraiment tout ce qui se passe, sa psychologie, l'enfance. On a aussi de la magie qui nous est évoquée. Cette magie n'est pas développée dans ce tome-ci, et j'espère le voir développé dans Lady Smoke, le second tome, parce que ça a laissé vraiment une trace curieuse sur l'univers. Cette magie, je pense, est aussi à l'origine de la haine du Kaiser et de l'emprise qu'il veut mettre sur le royaume, parce que le Kaiser, il nous fait ressentir une tyrannie, et à travers ce que vit Thora, à travers les dialogues entre les différents protagonistes et tout ça, la tyrannie du Kaiser, elle se fait ressentir vraiment puissance 1000. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Donc c'est une histoire d'intrigue de cour, c'est une histoire qui va mettre en avant des manipulations, qui va mettre en avant des stratégies pour pouvoir essayer de se libérer de toutes ces choses atroces qui se passent. J'ai beaucoup aimé du coup voir l'évolution des personnages, de l'histoire, et j'espère que l'univers va continuer de se développer. Alors nous sommes pas dans un récit où les descriptions sont hyper précises, on reste dans du young adulte, hein. Donc faut pas s'attendre non plus à avoir un univers hyper développé, mais je trouve que la façon dont c'est mis en avant est suffisante, même si j'en attends un petit peu plus pour la suite. On va rester sous l'emprise de la tyrannie avec une histoire qui va parler de la Seconde Guerre mondiale, Une lueur dans l'obscurité, Hans de Andrea Generali. Alors, Une lueur dans l'obscurité, je vous l'avais déjà présenté, mais sous le tome de Michel, qui est le personnage féminin. Là, c'est le second tome écrit du point de vue du personnage masculin, Hans. C'est l'histoire entre un capitaine de la Wehrmacht et une jeune Française qui va s'engager dans la résistance. Donc dans le tome 1, on suit Michel qui arrive pour travailler dans un manoir qui va être occupé par les Allemands. Elle va être domestique là-bas puisqu'il faut qu'elle gagne de l'argent pour aider son père qui a des problèmes financiers à la ferme et tout ça. Et c'est très compliqué pour lui aussi d'assouvir tous les besoins de la famille à la ferme, même s'ils sont plus que tous les deux, parce qu'il n'est plus dans un état de santé incroyable et il fatigue. Donc Michel va aller travailler là-bas, et en même temps il y a ses amis qui vont lui mettre la pression pour qu'elle les aide dans le réseau de résistance, sauf que Michel, elle est un petit peu mitigée là-dedans, et il va y avoir cette attirance entre elle et Hans, ce capitaine très mystérieux qui traîne avec un SS dans ce manoir, et ce capitaine va faire preuve de bonté, mais elle ne sait pas si elle doit lui faire confiance ou pas, et en même temps comment vivre une relation avec un Allemand, comment
survivre au regard des autres. Voilà ce qu'on nous relate un petit peu dans le tome 1. On nous relate cette histoire d'amour impossible, cette histoire d'amour interdite, cette histoire d'amour qui est mal vue. Et dans ce tome 2, nous sommes plus plongés dans le cœur de la guerre, parce que nous suivons Hans avant qu'il arrive du coup à Minière, ce petit village près de Chartres, mais on le suit aussi dans ses différents déplacements à Minière et après en fonction de ses lieux de mutation. Donc on a vraiment une main qui est plus axée sur l'histoire entre l'Allemagne et la France, sur cette guerre, sur ce que lui pense de cette guerre, sur le secret qu'il cache, à la fois dans le tome 1 et dans le tome 2. Quand vous avez lu le tome 1, vous connaissez son secret. Après, ces 2 tomes, vous pouvez les lire indépendamment, ils sont tout à fait compréhensibles. Je vous conseille quand même de les lire tous les 2, parce que le tome 1 laisse une part de mystère sur Hans, et le tome 2 ne va pas mettre Michel en avant. Dans le tome 2, je trouve que l'évolution de Michel est un peu moindre par rapport à l'histoire du tome 1. Dans celui-ci, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'aspect historique et on a un côté plus mature. Pourquoi? Parce que Hans, il a vu des atrocités suite à sa place au sein de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est un capitaine allemand adulé de tout le monde, il a fait des grandes batailles, il a fait de grandes choses, voilà, et on a ses actes, ses pensées, et vous verrez que c'est des choses totalement différentes. Toutefois, comme ce tome balaye plusieurs dates importantes de la Seconde Guerre mondiale, je vous conseille quand même, pour pouvoir en apprécier vraiment l'intensité, d'avoir un minimum de connaissances. Quand je dis un minimum de connaissances, les connaissances scolaires suffisent sur la Seconde Guerre mondiale pour vraiment vous imprégner de cette atmosphère et comprendre les enjeux. Mais c'était hyper intéressant et beaucoup plus sombre, et du coup il m'a beaucoup plus plu que le premier. J'ai ensuite lu le tome 2 de Lui, Elle de Abbey Wood. C'est une romance que j'avais lue il y a 1 an à peu près, et j'ai été assez déconcertée par ce tome 2. Alors pour vous faire un petit peu un résumé du tome 1, dans le tome 1 on suit Lia. Lia, c'est une jeune fille retranchée, une jeune fille très réservée, et au lycée elle veut ne pas se faire remarquer, elle veut rester dans son coin, elle aime les livres, elle aime son petit confort, sa famille, c'est la jeune fille sage sous tout rapport. Et elle va faire la connaissance de Nate, un petit nouveau dans son lycée qui va être attiré par la jeune femme. Et des liens vont se tisser, mais il y a des choses chez Nate qui sont assez mystérieuses. Elle ne va pas comprendre tous ses comportements. Et suite à ça, Nate va la propulser, comme il traîne un peu avec elle, dans la sphère des personnes populaires. Et en étant propulsée dans cette sphère de personnes populaires, elle va créer de liens avec d'autres personnes et va y avoir une espèce de jalousie malsaine qui va se créer. Et elle, on va la voir un petit peu dans ses premiers amours, reprendre confiance, un petit peu s'ouvrir, mais voilà. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler. Et dans ce tome 2, en fait, on va suivre le point de vue de Nate, on va mieux le comprendre. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que dans le tome 1 va finir sur quelque chose de gravissime, quelque chose qui va notamment toucher au harcèlement. Et comme le tome 2, lui, va nous relater l'histoire de Nate avant son arrivée dans ce nouveau lycée, puisqu'il vient d'Angleterre, il a eu de nombreux déboires. Suite à cela, sa mère l'a envoyé chez son père en France, et il doit reprendre sa scolarité en France, il va retrouver ses anciens amis. On reprend pas là où l'histoire s'est arrêtée dans le tome 1 sur ces sujets gravissimes. Donc on va balayer un petit peu ce qu'on ne comprenait pas du comportement de Nate et on va approfondir un petit peu cela. Donc on va comprendre le personnage, ce personnage qui est beaucoup plus noir, ce personnage qui est beaucoup plus sombre. C'était hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé la psychologie, la façon dont tout était traité entre présent et passé. Je trouve que c'était vraiment bien mis en lumière, sauf que la fin, quand on arrive à ces événements gravissimes, c'est balayé en 2 secondes et c'est résolu trop rapidement. Et c'est ça qui m'a dérangée dans cette histoire. Je ne peux pas trop vous en dire plus à propos de ce roman, parce que moi quand j'ai commencé le tome 1 l'année dernière, pour moi c'était vraiment une romance toute douce, une romance mignonne. Et en fait j'avais été choquée par les sujets forts qu'abordait le roman. Je m'attendais pas du tout à une romance comme ceci. Et du coup, ce tome 2 reprend vraiment la même histoire, mais du point de vue masculin, comme je vous ai dit, un point de vue qui est beaucoup plus torturé. Et c'était
vraiment sympa parce qu'on va soulever des problèmes liés à la famille, des problèmes liés à l'amitié, à l'amour. On va soulever beaucoup de sujets très très forts encore qui vont être plus développés que le problème final sur lequel on s'était arrêté dans le tome 1. Et donc même si j'ai passé un excellent moment avec cette duologie de romance, ce n'est pas ce que je voulais voir du coup dans ce tome 2 et forcément même si c'est une bonne lecture, il y a un petit sentiment de déception qui s'est installé. On va partir un petit peu dans de la romance fantastique avec le tome 1 de The Wrong Prince de Farah Hanna, publié chez Black Ink Edition. Ici on va suivre Cérès. Cérès, c'est une étudiante à Rome, elle vit sa vie normale avec ses amis, et puis un jour, elle est sur le point d'aller à l'université, il y a un messager du royaume d'Erulia, un royaume un petit peu caché qui va arriver et qui va révéler sa véritable identité à la jeune femme, enfin révéler entre guillemets, en lui disant que elle est la future épouse du prince héritier d'Erulia et qu'elle va devoir y aller parce qu'en réalité ses parents sont ses parents adoptifs. Donc elle savait qu'elle avait été adoptée mais elle ne connaissait rien sur son histoire personnelle et donc pour elle ça va être une nouvelle assez déconcertante et elle va apprendre en réalité que si elle doit épouser le prince héritier, c'est puisque sa sœur qui était l'épouse de ce prince héritier est morte. Mais on ne sait pas les circonstances de la mort de sa sœur, vous voyez. Donc elle va arriver à Erulia, on va lui apprendre des choses, elle va découvrir un monde où de multiples créatures magiques sont présentes. Donc on a des sorciers, des vampires, des nymphes, des djinns, des elfes et plein d'autres créatures que l'on rencontre. Et donc elle va arriver dans cette cour. Alors déjà, elle va trouver le prince héritier fort peu sympathique, mais surtout, elle a l'impression que sa place n'est pas du tout désirée dans ce royaume, tout simplement. Elle est complètement perdue, elle ne sait pas où donner de la tête, elle ne sait pas à qui faire confiance, et surtout, elle a des sentiments pour le messager qui est venu la chercher les hâtes, et non pas pour celui qu'elle doit épouser. Donc cela va poser de gros dilemmes. Alors ce tome-là, c'est un tome assez introductif sur l'univers, sur les sentiments de notre protagoniste. On va poser vraiment les bases entre les relations, entre comment est fondé le royaume, comment il fonctionne, et surtout sur la romance qui va avoir lieu tout au long du roman. On va aussi beaucoup se questionner sur Cérès. Qui est-elle? D'où vient-elle? Qu'est-il arrivé à ses parents? Quels sont ses pouvoirs magiques? Et toutes ces questions, on va les apprendre petit à petit. C'est vraiment distillé. Et ce premier tome est un condensé de mystères. Et moi, j'ai beaucoup aimé cela. D'ailleurs, je crois que c'est le tome que j'ai préféré. Alors, je sais que beaucoup attendaient l'action. Mais moi, j'ai adoré le mystère qui planait autour de cette histoire. Surtout que la plume de Farah Hanna, elle est fluide, elle est addictive. Et elle vous immerge dans ce récit. Elle vous immerge dans les intrigues de cour qui voguent autour de Cérès. Et l'envie de lire la suite, pour moi, était insoutenable. Je l'ai totalement dévoré. C'est pour cela que du coup, j'ai foncé dans le tome 2. Et ce tome 2, lui, est beaucoup plus centré sur l'action. On va avoir énormément de péripéties et on va avoir un amour passionnel et destructeur. Parce que n'oublions pas que nous sommes quand même dans de la romance principalement sur fond de fantasy. Et d'ailleurs, je pense que cet univers pourrait développer de multiples histoires parallèles parce que je le trouve hyper intéressant et pour moi il ne demande qu'à aller encore plus loin. Donc ici on est dans un amour passionnel, un amour destructeur. On va vivre plusieurs aventures. Cérès, elle va être confrontée à de nombreux dangers. Elle va être confrontée à sa véritable nature et elle va apprendre à devoir contrôler cette nature qui était pour elle inconcevable avant, sachant qu'elle vivait comme une humaine. Elle va avoir aussi de nombreux dilemmes parce que il va y avoir les dilemmes de son cœur et les dilemmes du devoir. Ces deux vont se confronter et c'était incroyable, c'était intense, j'ai beaucoup aimé et aussi on va avoir de nombreuses scènes épicées, donc ça je tiens à le préciser, ce n'est pas une lecture pour tout le monde. Ces scènes épicées peuvent paraître un peu trash par certains moments, mais cela s'explique par la nature des créatures magiques qui sont présentes dans le roman.
Voilà, je peux pas vous en dire plus pour ne pas vous dévoiler l'intrigue, ne pas vous dévoiler les secrets des personnages, mais ceci explique cela. Donc moi j'ai vraiment adoré cette duologie, mais j'ai un petit problème, c'est que j'ai crushé sur le mauvais personnage, donc forcément ça ne se termine pas comme j'aurais aimé que ça se termine. Et le personnage sur lequel j'ai crushé, j'aurais aimé le voir un petit peu plus présent. Voilà, sachant qu'on a une multitude de points de vue, nous avons le point de vue de Cérès, de personnages secondaires, et aussi des personnages masculins principaux. J'ai ensuite lu le dernier tome de la saga Le Peuple de l'air, La Reine sans royaume de Holly Black, publié chez Rajo. Regardez-moi comme il est magnifique. Donc ce troisième tome m'a fait passer un excellent moment. Je trouve qu'il clôture parfaitement cette trilogie, même si j'ai eu un sentiment de trop peu à la fin. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga du Peuple de l'air, nous suivons Jude. Jude est élevé à Terrafae avec sa sœur jumelle et sa sœur aînée. Pourquoi? Tout simplement parce que le père de sa sœur aînée a assassiné leur mère devant elle et a pris les demi-sœurs de sa fille comme ses filles. Il les a vraiment traitées comme ses filles adoptives. Sauf que Terrafae est un monde dangereux pour les humains. Les Fae ont des pouvoirs de persuasion, des nourritures qui peuvent un petit peu altérer la façon d'être de chacun. Et Jude et Cardan, il y a une rivalité qui s'est créée entre deux. Et cette rivalité va être ce qui est mis en avant sur les 3 tomes de la saga, mais ça va être aussi une source de pouvoir. Et donc on reprend l'histoire un peu après là où elle s'est arrêtée dans le tome 2, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont vont se dérouler les événements, les révélations et les retournements de situation que l'on a avec les jeux de mots. Et quand je dis jeux de mots, si vous l'avez lu, je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Si vous l'avez pas lu, il faut le lire pour comprendre, tout simplement. On est vraiment dans du young adulte et c'est très très fluide, c'est très immersif. Moi j'ai commencé ce roman et je suis mais ça se dévore bien vite. Enfin on a vite dévoré la moitié en 1 heure, 1 heure et demie. Je pense qu'en 3 heures de lecture largement le roman est fini. On peut difficilement faire plus page turner. C'est un roman de fantasy young adulte qui contient très peu de descriptions. Nous avons beaucoup de dialogues et c'est là la force de ce roman. D'habitude c'est quelque chose qui me manque, mais ici malgré les nombreux dialogues vous avez l'immersion dans l'univers. Ce que je veux dire, c'est que les décors se peignent dans votre imaginaire et vous n'avez pas de mal à imaginer du coup tous les décors, mais aussi les personnages, même si je vous avoue que moi j'ai un peu du mal avec ce côté-là. Quand je lis, j'ai beaucoup de difficultés à me représenter le physique des personnages parce que ce n'est pas là où je mets de l'importance, à moins qu'il y ait des caractéristiques physiques qui soient obligatoires pour le roman, qui est une importance capitale, mais si le physique est là juste pour décrire une personne, mais que ça n'a pas son pesant d'or pour l'histoire, j'ai tendance à l'occulter totalement. Mais du coup, on imagine totalement tout ce qui se passe, on imagine totalement les alentours des personnages, et ça c'est hyper fun, c'est quelque chose qui est très fort, et c'est là la force de la plume de Holly Black. Alors, en lisant ce roman, je me doutais de comment il allait terminer, mais par contre j'ai été surprise des événements de transition pour arriver à ce final. À travers ce 3e tome, je vous en dis pas trop pour éviter tout spoiler, j'ai trouvé qu'on avait des beaux messages qui vont être sur l'amour, la famille, l'amitié. Un seul petit truc, c'est que ce sentiment de trop peu, je pense qu'il est causé du fait que Jude, c'est une personnalité très forte. J'ai adoré voir son évolution, mais j'ai aussi adoré voir l'évolution de ses sœurs, surtout de Taryn. Mais malgré cette personnalité forte, c'est une personnalité qui a toujours voulu le pouvoir. Et cet aspect-là est, je pense, pas assez développé à la fin. Et après réflexion, parce que sur le coup, je ne pensais pas savoir d'où venait ce sentiment de trop peu, je pense que c'est lié à ça, tout simplement. Je vais terminer ce point lecture avec les 2 parties du tome 2
d'une saga chère à mon cœur et c'est devenu la saga #1 à mes yeux. Je pense à cette saga, je lis cette saga, j'ai fermé les livres papier de cette saga et je les réécoute en audio à l'heure où je vous parle. Donc, si vous m'avez suivi sur mes différents réseaux sociaux, je pense que vous savez de quelle saga je parle. Sinon, je vous la présente tout de suite. Il s'agit de la Guilde des Ombres de Anatrice, publiée chez Plume Blanche. Regardez-moi cette beauté. Mais regardez-moi cette beauté. Je vais essayer de vous faire un petit focus dessus, mais c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc, dans la Guilde des Ombres, nous suivons Panama. Panama est une humaine avec un don de mort. Accidentellement, elle va tuer son père. Sa mère est morte de façon assez tragique. Et elle va se retrouver orpheline. Et à l'orphelinat, il va y avoir deux êtres un petit peu spéciaux avec des oreilles pointues qui vont venir la chercher. Ce sont des elfides. Des elfides qui sont des hauts maîtres de la Guilde des Ombres, qui est une guilde d'assassins. Qui permet de réguler et de servir la déesse de la mort sur Terre-Flamme, le territoire sur lequel on évolue. Donc Panama va devenir une de leurs apprentis et elle va en voir de toutes les couleurs. Pourquoi ? Parce que autant dire qu'une formation d'assassin c'est pas très cool. Et en même temps elle va en apprendre beaucoup sur ses pouvoirs, sur qui elle est, sur pourquoi elle descend de la déesse de la mort. Il y a plein de choses qu'on va apprendre de ce tome 1 et qui vont mettre en place un univers incroyable et bien au-delà de la guilde, puisqu'on va apprendre plein de choses sur Terre-Flamme, les fondements de celle-ci et toutes les créatures qui voguent dans cette histoire, parce qu'on a des elfes, on a des dragons, on a des dieux, des déesses, des humains, et dans les humains il y a plusieurs territoires, il y a également plusieurs institutions qui sont importantes et capitales à cette histoire. Et donc dans ce tome 2, l'histoire reprend plusieurs années après le gros cliffhanger du tome 1 qui vous laisse... Voilà, j'ai pas d'autres mots. Le tome 1 m'avait tellement scotché, il était inoubliable pour moi. Et quand j'ai pris ce tome 2, on reprend quelques années après, plus précisément 7 ans après tout ce qui s'est passé. Panama va découvrir de multiples choses, va devoir prendre des décisions qui sont très difficiles. Et dans cette histoire, on suit pas seulement Panama, on suit d'autres groupes de personnages qui ont tout autant leur importance. Les points de vue omniscients s'alternent entre ces différents personnages, puisque nous avons une narration à la troisième personne. Mais malgré que tous les points de vue s'alternent, on ne perd pas du tout le fil du récit. Et chaque petit détail de la narration a son importance capitale pour la suite. Anatrice, elle nous distille des petits indices, et maintenant que je réécoute le tome 1 en audio, et tous ces indices du tome 2, je les perçois, et c'est hyper fun, puisque en fait on avait tout ce qui se déroulait déjà sous nos yeux, mais on ne voyait pas venir. C'est incroyable, il y a énormément de suspense, on a de belles valeurs, enfin j'ai adoré. En plus, dans ce tome 2, on retrouve les personnages du tome 1 qu'on avait adoré, qu'on avait kiffé, d'autres qu'on apprend à approfondir et que du coup on adore encore plus, et on fait la rencontre de nouveaux personnages. L'univers continue de s'enrichir, et pour moi on ressent les multiples inspirations de l'autrice, que ce soit à travers des grosses œuvres de fantasy, mais aussi à travers des petites séries. Moi j'avais pas capté, mais en fait quand je lisais ce roman, j'étais abasourdie par les dialogues, j'étais prise entre fou rire, expression un petit peu choquée quand il y avait des révélations fortes, et du coup quand il y avait des trucs qui me marquaient, je faisais des photos et j'envoyais les dialogues à mon chéri, et il me fait mais en fait j'ai l'impression de voir Camelot quand je vois les personnages se chamailler dans ton récit, et j'ai fait ah ouais, j'avais pas vu, ouais, on a aussi du Camelot à l'intérieur. Et j'ai été vraiment subjuguée par cette partie 1, mais la partie 2 a été encore plus incroyable. On a des retournements de situation de dingue, on a des révélations toujours plus haletantes, et on a une narration qui est encore plus envoûtante. Moi j'ai été surprise par certains personnages, j'ai adoré voir les révolutions, j'ai été choquée par d'autres, j'ai eu de l'empathie pour d'autres que je détestais, c'est quand même somme toute assez incroyable. Et pour moi faire une pause dans ce tome-là,
mais c'était une véritable torture. Je devais aller chez le coiffeur, j'étais prête à annuler mon rendez-vous chez le coiffeur tout simplement pour pouvoir lire mon livre. Quand je devais sortir, aller au sport, aller manger en famille, mais c'était une torture. Je pensais la guilde des ombres, je rêvais la guilde des ombres, je vivais la guilde des ombres, et là encore en fait je vis la guilde des ombres puisque j'ai à peine fermé la partie de ce tome 2 que je me refais toute la saga en audio comme je vous l'ai déjà dit, donc autant dire que tout me paraît fade à côté. Enfin c'est très très dur, mais toutes les lectures précédentes que je vous ai présentées avant, ce sont de bonnes lectures. J'ai eu très très peu de déceptions dans ce point lecture là, ce qui est assez formidable puisque le début de l'année 2022 commençait pas très bien, mais à côté tout me paraît fade. Cet univers est juste incroyable et la fin, mais non, j'aurais jamais pensé ça, mais Anatrice, pourquoi tu nous as fait ça? Pour moi là, attendre la sortie du tome 3, ça va être une torture, mais véritable. De plus, j'ai eu des coups de cœur pour des personnages, dont Béladine. J'ai adoré voir l'évolution de Panama, parce que depuis le tome 1, elle en a fait du chemin, cette petite fille qui est devenue une femme. J'aime beaucoup sa façon de voir les choses. Et puis, l'héritière de la vie et de la mort. Oh là là, elle m'a émue au possible. Et comme je vous ai dit, il y a des personnages que je n'aime pas, mais qui m'ont fait ressentir des sentiments tout de même. Des personnages que je n'aime pas et que j'aime à la fois. J'ai adoré la façon dont s'imbriquent les différents mondes, la façon dont s'imbrique la magie. Enfin, c'est une quête. C'est une histoire de préservation de royaume. C'est un univers, c'est des personnages, c'est tout. Époustouflant. Je ne sais pas où Anatrice est allée chercher cet univers, mais j'ai rien d'autre à dire que vous dire que cette saga pour moi est époustouflante. De plus, on a de beaux messages véhiculés qui vont toucher à la famille, à l'amour, à la maternité, à l'amitié, aux croyances. Et en fait, il y a beaucoup de choses en fait qui sont retranscrites. Nous sommes quand même dans de la dark fantasy, je tiens à vous le préciser, donc si vous avez du mal à lire des choses avec un petit peu de violence, ou c'est un peu sanglant, même s'il y a des belles valeurs qui sont quand même transmises dans le roman, c'est peut-être pas pour vous, mais si vous aimez ça, je peux que vous conseiller. Et pour ceux qui connaissent la romance de Anatrice, la reine courtisane, vous rencontrez Béladine dans la reine courtisane. La reine courtisane a été écrite après la reine des ombres, même si les publications des romans ne se sont pas faites dans cet ordre-là. Et c'est un peu un préquel de tout ce qu'on a. Donc si vous avez aimé la reine courtisane, moi je vous conseille d'aller lire la guilde des ombres. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ces formidables découvertes littéraires. J'ai passé vraiment un excellent moment, même s'il n'y en a qu'une que je retiens parmi toutes ces lectures. C'est la guilde des ombres qui m'a totalement charmée. C'est devenu mon coup de cœur d'adulte, si vous voulez. C'est devenu mon coup de cœur qui surpasse même Harry Potter, pour vous dire, moi en tant que Potterhead. Alors, comme je disais à Gauthier, Harry Potter, moi, c'est ma saga d'amour de mon enfance. Et ça, c'est ma saga d'amour de l'âge adulte. Voilà. C'est une fantaisie adulte. Attention à ne pas mettre non plus entre toutes les mains. N'hésitez pas du coup à me dire vous si vous avez lu les livres mentionnés du coup dans ce point lecture, si vous les avez aimés ou pas, ou si tout simplement vous ne les connaissez pas, mais qu'il y en a un qui vous tente dans cette sélection. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.